Je me présente, Jérôme Delolmo. Comme l'a dit Joy, je suis responsable de l'offre formation à distance chez CCI Formation Pro. Je suis aussi cofondateur de Rework, qui est un organisme de formation qui est maintenant rattaché à CCI. Et là, j'interviens pour cette visio pour vous parler, on va dire, de la forme, comment va se dérouler la certification de jeudi prochain. Vous allez voir, c'est assez vieille école, puisque c'est un devoir sur table de 2 heures, un cas pratique que vous allez devoir analyser, puis vous allez répondre à un certain nombre de questions sur un document Word qui va vous être transmis par mail jeudi prochain. L'épreuve, elle dure 2 heures, je vous l'ai déjà dit, je crois, de 10 heures à midi. On vous demande de vous connecter avant pour vérifier les identités, vérifier que on peut vous entendre et vous voir, puisqu'il y aura forcément un surveillant. Vous avez le droit d'utiliser les supports de formation durant l'épreuve. Ça, c'est important de le savoir. Et puis, globalement, le piège à éviter, hein, je le dis pour les classes virtuelles, mais c'est vraiment ça qu'on constate quand il y a des échecs, c'est à 80% le manque de temps. Donc, gérez bien votre temps, c'est 2 heures. Voilà, s'il y a 20 questions ou s'il y a 5 questions, bah, voilà, vous ferez la division. Mais faut faire attention à ne pas être débordé par le temps. Vérifiez aussi, évidemment, c'est arrivé une fois que vous avez un ordinateur avec une prise et de la batterie, parce qu'il y a une personne qui l'a raté il y a quelques mois parce qu'elle n'avait pas elle avait que la batterie de son ordinateur portable. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur la forme, peut-être une précision avant vos éventuelles questions. En fait, vous allez avoir le sujet sur un document Word, vous allez cliquer sur le lien du document Word et le sujet va apparaître. Donc, vous allez naviguer entre 2 écrans, c'est-à-dire le sujet qui va être sur une page web et votre fichier de réponse qui sera un Word. Voilà, ça c'est une précision aussi qui peut avoir son importance. Si vous avez 2 écrans, c'est mieux, c'est plus simple. Vous pouvez tout à fait réussir à la certification avec un seul écran, je vous rassure. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur la façon de passer la certification? Moi, j'en ai une petite. Si on doit faire des tableaux, est-ce qu'on peut utiliser Excel ou il faut utiliser que Word? Alors, vous pouvez utiliser Excel. Après, vous ferez un copier-coller sur le fichier Word. D'accord. Vous pouvez ouvrir un fichier Excel à côté, effectivement. Par contre, il faut que le fichier ou le tableau soit dans le cadre de réponse, évidemment. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, c'est un fichier Word que vous nous faites partager et c'est ce fichier Word que vous allez récupérer et pas un fichier qu'on aura généré nous-mêmes. Bien Non, ça? voilà, exactement. Ah, okay. J'ai une question également. Oh, pardon. Oui. Non, c'était juste pour vous préciser, on peut tout aussi bien aussi faire une impression écran du tableau, hein, s'il y a une difficulté à faire un copier-coller et que ça joint le fichier à l'intérieur. Tant que ça reste lisible pour la personne qui va vous corriger, c'est l'essentiel dans le fichier Word. Merci. Merci. Moi, j'avais une demande aussi, du coup, puisqu'on m'avait dit que c'était possible d'avoir les notes et autres, mais est-ce qu'on a le droit à la base Internet? D'après ce que j'ai compris, oui. Alors, vous avez le droit effectivement, à la formation Rework. Donc, vous pouvez aller sur la formation. Voilà. Mais pas sur des pages Internet classiques. Il y aura un contrôle dessus, je suppose. Normalement, on n'avait pas le droit. Après, en toute honnêteté, on n'a pas le système pour contrôler. Voilà. D'accord. Vous disiez juste avant donc on aurait un cas pratique et vous parliez aussi par exemple de 5-10 questions que ça pouvait générer un manque de temps. Du coup, toutes ces questions sont en lien avec ce cas pratique en forme un peu QCM ou c'est plutôt des choses avec voilà, définissez un budget ou Alors, c'est une excellente question, merci Magali. Alors, c'est absolument pas un QCM, c'est vraiment un cas pratique, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une situation de gestion de projet. On va vous proposer un projet, on va vous demander de le mener et vous allez répondre pour cela à une série de questions. Alors, ça dépend du sujet. Parfois, il y en a 10, parfois, il y en a 5. Voilà. Et donc, c'est de la réponse
vous allez devoir, j'imagine, peut-être effectivement créer les étapes d'une gestion de projet, des tableaux, voilà. Mais il n'y a pas de QCM, c'est de la réflexion. Et le correcteur, lui, va vérifier que les compétences de la certification correspondent à votre réponse, évidemment. Merci. Rodrigue, je crois que vous essayez de poser une question, mais on ne vous entend pas. Ah non, toujours pas. Peut-être essayer par le chat, Rodrigue? Ah, on ne vous entend toujours pas, Rodrigue. Bon, Rodrigue, ouais, vous pouvez effectivement essayer par le chat si vous en avez l'occasion. Bonjour. J'avais juste une question concernant le mail que Joy nous a envoyé concernant le déroulé. Il y avait état d'une convocation qu'on doit recevoir. Oui, et vous allez la recevoir bientôt, là, très bientôt. Elles vont partir soit aujourd'hui, soit lundi. D'accord. Et donc, dans cette convocation qui sera envoyée par Karine Troyet, vous aurez le lien pour vous connecter. Et ensuite, les infos pour vous connecter. Alors, l'outil pour vous connecter, c'est Whereby, c'est ce qu'on utilise là actuellement. Ce ne sera pas cette salle-là, mais voilà, donc vous serez familier avec ça au moins. Et puis, on vous demande d'avoir le son et l'image pour exercer une surveillance minimale. Alors, le son, après, on va le couper hein, pour éviter de vous déranger. Mais bon. Rodrigue, je crois que j'ai vu passer votre question. Est-ce que vous avez le droit à des documents perso, hein, c'est ça? Est-ce que vous utilisez... Oui, vous pouvez utiliser des documents perso, des travaux que vous avez pu faire pendant votre formation, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bernard. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un exercice similaire à faire d'ici la semaine prochaine pour s'entraîner ou pas du tout? Pour voir l'esprit, en fait, pour voir le déroulé, en fait. J'ai une petite idée par rapport au cours que Joy nous a fait. Est-ce que ça sera similaire? Est-ce que ça ne sera pas similaire, en fait, pour savoir, en fait... Alors, malheureusement, moi, je ne peux pas vous envoyer. On a plusieurs sujets, donc ils sont souvent utilisés, donc je ne peux pas vous les envoyer, malheureusement. En revanche, je sais que c'est aussi pour ça qu'on organise cette séance de révision préalable à la certification. C'est que vous allez pouvoir voir avec Joy comment répondre, quelle est la structure du cas pratique en général, etc. Et une version antérieure de l'examen, elle n'existait pas sous cette forme. Donc c'est un peu nouveau, malheureusement, j'ai pas d'ancien sujet. Mais il faut vraiment voir ça comme un cas pratique. On vous met dans la peau d'un gestionnaire de projet et on vous pose des questions sur le projet en question que vous allez être chargé de mettre en œuvre. Voilà. D'accord. Donc c'est très pratique. Très pratique et en même temps, vos réponses, elles doivent apporter des éléments de théorie importants pour que le correcteur valide. Vous connaissez les notions fondamentales de la gestion de projet, le vocabulaire, la méthode, les outils éventuels, etc. Très bien. Merci. Moi, j'aurais une petite question aussi par rapport aux documents à fournir en amont. Donc, on a parlé de la convocation. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Un mail que j'aurais manqué? Non. Alors, vous allez recevoir le mail bientôt, c'est normal. Vous allez recevoir la convocation, donc j'ai dit aujourd'hui ou lundi. Alors ça, j'ai bien entendu, mais peut-être juste des documents à fournir que j'aurais pas vu dans le mail ou je sais pas. Non, il faut alors une pièce d'identité. Alors parfois qu'on vous demandera peut-être, c'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas systématique plutôt. Mais on vous demandera peut-être de vérifier votre identité. Et il est possible aussi que vous receviez le jour même un mail qui atteste de votre participation via un outil. Bon, on ne le fait pas systématiquement non plus, donc si vous n'avez pas reçu le mail, vous en parlerez au surveillant. On fait aussi une capture d'écran pour vérifier que les personnes sont bien présentes, donc il n'y a pas de stress par rapport à ça. J'en profite aussi pour vous dire que quand vous avez terminé, vous allez devoir envoyer votre sujet par mail, soit en réponse du mail que vous avez reçu avec le sujet, soit sur un lien Drive. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de stress, qu'en général, voilà, vous êtes assez nombreux pour cette session.
si vous avez des problèmes d'envoi, etc., on trouvera une solution. J'ai déjà assisté forcément, et c'est normal, hein, quand on passe une épreuve. Il y a eu quelques bugs techniques. Alors, on trouvera toujours une solution. Il faut rester, on va dire, serein par rapport à ça. D'accord. Alors, en résumé, donc rien à envoyer à Joy ou à Karine en amont. Non. On est tout à jour. Oui, tout à fait. Ok. Merci. Bonjour, j'ai une petite question aussi. Est-ce qu'il y a une partie soutenance? Est-ce qu'il y a un échange à un moment donné Malheureusement, non. Il n'y a pas de soutenance. L'examen, c'est pas nous qui le produisons, ni les modalités, c'est CCI France. Donc nous, on fait que passer l'examen, et c'est un examen, comme je disais, vieille école, c'est pour ça. Il n'y a pas d'échange avec le formateur, c'est très scolaire. Et donc non, ce sera vraiment vertical. On vous donne un sujet, vous allez répondre aux questions et on corrige vos réponses. Voilà. C'est comme ça, c'est la procédure, le formalisme des certifications. Tu parlais de... Pardon, je tutoie facilement. Hein. Tu parlais de bugs. Si on a un bug de connexion, ouais. Comment ça se passe ça peut arriver dans ce cas-là. Comment ça se passe? On se débrouille. Ouais. L'idée, c'est de se reconnecter, effectivement, vérifier bien. En revanche, ça c'est hyper important. Je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi, que votre connexion soit bonne. C'est-à-dire que si vous êtes déconnecté pendant 2 heures, ça va être compliqué de valider votre participation. En revanche, si vous avez un problème de connexion, que ça saute et qu'on vous retrouve quelques minutes après, voilà, on va pas vous éliminer pour ça. Voilà. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui corrige les épreuves? Alors, ce n'est pas le formateur, ce ne sera pas Joy. Ce sera un autre formateur gestion de projet agréé par CCI France. Ok, merci. Voilà, et il le corrige sur la base d'une grille d'évaluation. Donc, il a un certain nombre d'items à compléter. Vous verrez, des budgets, il y a un tableau avec les compétences à faire valoir. Et donc, le formateur, en fait, il va appliquer cette grille à vos réponses. Il va faire correspondre un certain nombre d'items. Et vous devez avoir 80% des items requis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, du coup, moi, je voudrais savoir, du coup, les copies sont personnalisées. Enfin, il y a les identités de chacun dessus. Alors oui, effectivement, vous allez devoir remplir votre nom sur la copie, évidemment. Donc ça, c'est mieux, il y a un champ pour ça. Et puis de toute manière, comme vous les envoyez par mail, on fait le lien assez rapidement. Mais oui, écrivez bien votre prénom et votre nom sur la copie. Et donc la seconde partie avec Joy, c'est quoi du coup? C'est le fond de la formation. Là, moi, je vous ai parlé de la forme. Là, avec Joy, vous allez réviser les fondamentaux pour que vous puissiez passer sereinement et réussir cette certification, évidemment. Super. C'est pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions justement sur la façon de passer la certif? Non? Très bien. Bon, si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Karine à ce sujet. D'ici là, moi, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis, je vous laisse entre les bonnes mains de Joy pour les révisions. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, concernant le fond. Joy, oui. J'ai une réunion par rapport à mon projet également. Vu que tu as enregistré, je me reconnecterai sur l'enregistrement. Je suis sincèrement désolée. Non, pas de souci. Pas de souci. Pas de problème. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Donc, concernant le fond du sujet, et donc le plus important, déjà approcher cet examen de manière la plus sensée possible. Alors, chacun a évidemment sa définition du sensé. Comme je vous l'ai déjà dit durant la formation, l'idée est qu'on puisse comprendre que vous interprétez les différentes étapes, les différentes questions comme un chef de projet. Le raisonnement est celui qu'un chef de projet doit avoir.
Alors, en effet, il peut y avoir plusieurs questions dans cet examen, que ce soit 5, 10 ou peut-être 20 questions, ça va dépendre du sujet. Mais l'idée est qu'on puisse comprendre votre déroulé. Euh, Évidemment, le contexte qu'on va vous exposer dès le départ est peut-être un contexte dans lequel vous n'avez jamais évolué. Ça peut être lié au développement d'un logiciel, lié à la construction d'un bâtiment dans l'immobilier, ou le design d'un nouveau sac à dos, comme on a pu le voir durant la formation. Mais ne vous bloquez pas par rapport à ce sujet. Si c'est un sujet, même si c'est très informatique, ou très technique au niveau d'un cas particulier que vous n'avez pas forcément, dont vous n'avez pas forcément l'expérience, l'idée est qu'on puisse comprendre et que vous puissiez faire abstraction du sujet en lui-même. Et que les questions vont pas être spécifiques, on va pas vous demander quel est le niveau de développement requis pour réaliser ce logiciel. Non, ça ne sera pas la question puisque le chef de projet ne doit pas répondre à cette question. En revanche, on va pouvoir vous demander par exemple quelles sont les compétences requises pour développer un logiciel. Alors c'est vrai que sans être dans l'informatique, et je pense que la réponse sera, à mon avis, susurrée dans le contexte, il faut certainement un développeur qui va réaliser ces tâches-là. Si on vous demande d'établir un cas d'affaires, un business case, et qu'on vous demande de créer un lot de travaux, par exemple, l'idée est que comment vous allez le faire, vous allez vous rapprocher du développeur pour savoir comment le faire, combien de temps il a besoin, est-ce que lui tout seul peut le faire, est-ce qu'il faut qu'il soit équipé, etc. Donc voilà. Par rapport au contexte, c'est ce que je voulais déjà vous dire. C'est vrai que c'est important de bien lire l'intitulé et les différentes questions, puisque les questions peuvent parfois se ressembler, mais il faut bien lire l'intitulé des différentes questions. Divisez votre temps dès le départ. Ça veut dire vous pouvez déjà regarder dès le départ le nombre de questions. Comme ça, avec un chronomètre en main, vous vous dites s'il y a 10 questions, ok, je divise mes 2 heures par les 10 questions, je sais que je dois passer tant de temps par question. Ça, ça vous permettra au moins, s'il y a des questions auxquelles vous avez du mal à répondre, de passer et d'aller directement à l'essentiel sur les questions où vous êtes les plus à l'aise. Ouais, c'est un conseil. Maintenant, par rapport aux questions de l'examen, alors moi, je les ai pas, les examens, donc c'est pour ça que c'est aussi compliqué pour moi de pouvoir vous donner des billes. Hein. Après, je serais aussi peut-être tenté de vous donner des réponses, mais du coup, je peux pas. Donc, les différentes questions qu'on pourrait vous poser, et c'est en travaillant avec Jérôme que j'ai pu me renseigner. Dès le départ, on pourrait vous demander, donc par rapport au début du projet, comment analyser un cahier des charges. On vous expose une situation. C'est le cahier des charges, c'est quelque chose que vous connaissez, hein, c'est parce que c'est le départ du projet. Vous savez, la petite feuille au coin de table, on discute avec le commanditaire. Comment l'analyser? On décortique simplement le contenu. L'idée est de pouvoir aller dans le détail de qu'est-ce qu'on attend derrière ce cahier des charges, quelles sont les fonctionnalités qui sont attendues, quels sont les objectifs. Et le but est en fait, on veut voir votre démarche. On vous demande pas forcément de dire, voilà, c'est écrit là, donc c'est ça. C'est je prends ce cahier des charges là, je vais le développer, je vais le lire. On parle d'immobilier, je vais m'équiper d'une personne qui s'y connaît en immobilier pour savoir comment je fais pour réaliser ce projet. Grosso modo, de décortiquer et d'aller dans le détail de l'objectif du projet, de ses contraintes et de chacun des délais. L'idée est que vous puissiez aussi vous approprier la compréhension du sujet, puisque en tant que chef de projet, vous devez quand même comprendre, même si vous n'êtes pas un exécutant, vous devez comprendre ce qu'il se passe dans ce cahier des charges. Et par rapport au cahier des charges et aux différentes informations qu'il y a à l'intérieur, l'idée est que vous puissiez vous l'approprier. Alors comment on s'approprie un cahier des charges? C'est peut-être de le reformuler avec une problématique. Cette problématique, c'est une problématique qui va être importante. Pourquoi? Parce qu'elle va être la question que chacun des équipiers du projet va devoir se poser pour répondre au problème. Une entreprise a besoin de s'étendre dans le domaine du sac à dos. Ils font que de la maroquinerie, que des portefeuilles. Donc, comment va-t-elle faire? Elle va forcément s'informer, faire un benchmark, regarder des entreprises qui le font déjà. L'idée en fait, toutes ces informations-là ne sont pas forcément dans l'information en elle-même, mais on va vous demander comment vous allez raisonner pour pouvoir regrouper ces informations. C'est des informations forcément qu'il y aura par petites touches dans l'exposé, dans
contexte du projet, mais l'idée est que vous puissiez montrer que je vais à la recherche des informations pour consolider, pour faire un business case. Alors oui, on passe du cahier des charges au business case, mais qu'est-ce qui se passe entre? Vous lisez, vous vous renseignez, vous comprenez, vous reformulez et vous partagez. Donc ça, c'est important de le savoir. En tant que chef de projet, vous avez cette responsabilité. Ça veut dire que pour partager l'information, il faut que vous l'ayez compris. Le fait de pouvoir le retranscrire à un chef d'équipe, à un technicien, c'est ce qui va vous aider à construire votre planning. On va certainement vous demander comment vous allez évaluer les moyens qui sont nécessaires, quelles sont les activités que vous allez avoir besoin pour faire ce projet. En tant que chef de projet, vous pouvez exercer dans n'importe quel domaine, ça je l'ai souvent dit, mais l'idée est que, je le répète encore, les moyens ça peut être des moyens humains, donc des personnes qui ont des connaissances, ça peut être des moyens techniques, donc du matériel, il peut aussi y avoir des moyens pour contrôler tout ça, donc des moyens pour le mettre sur pied, ça va être de le jalonner, d'établir un planning, de le diviser en étapes. Voilà, tout ça, c'est un moyen de bien comprendre et de bien délimiter son projet. Donc voilà, ça c'est par rapport vraiment au contexte. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, il y a des questions, des interrogations? Moi, j'avais une question Oui. par rapport justement à cette première partie. Parce que par exemple, si on dit qu'il faut effectivement lire le contexte, établir le cahier des charges et éventuellement de dire combien, à notre avis, ça pourrait coûter cette phase d'initialisation. Est-ce que ça, faut le dire dès le début ou pas, ou pas besoin? Alors, ce sera trop précis. Je répète, on va vous demander une méthodologie. On va vous demander comment vous allez procéder. Cette formation sert à ça. On va pas vous demander de calculer un ROI, c'est trop risqué. Voilà. On va pas vous demander d'établir, d'estimer le projet en tant que tel et de subdiviser les phases pour obtenir un budget complet à présenter à un comité. Non, c'est beaucoup trop. On fait pas des maths. Moi, je l'ai fait dans la formation en vous exposant comment ça fonctionne pour que vous le sachiez. Mais je le répète, dans cette formation, on cherche à comprendre votre démarche. Si, par exemple, il y a une question par rapport au cas d'affaires, vous dites, dans le cas d'affaires, j'ai besoin d'avoir mon ROI, j'ai besoin d'avoir mes ressources, c'est la somme des coûts, je veux un bénéfice, je veux aussi les contre-bénéfices, point. Mais on vous demandera pas de prendre un chiffre, de le multiplier par un autre pour obtenir une somme. Voilà, c'est pas l'idée. On veut comprendre comment vous allez aborder, comment vous allez réaliser justement ce calcul, s'il devait se faire. Donc vous allez récupérer du coup des personnes qui connaissent le sujet. Ils vont vous dire, moi j'ai déjà fait ce genre de logiciel, ça m'a pris 10 jours, mais là c'est un peu plus complexe, il m'en faut 15. La réponse, c'est pas tout ce que je viens de dire, c'est je me renseigne auprès du technicien, je m'assois avec lui, je lui expose le sujet. Ça me permet de définir mes lots de travaux, de créer mes phases. Je reboucle avec le commanditaire pour comprendre la pertinence du sujet. Là, on a compris que elle a la bonne démarche, il ou elle a la bonne démarche de chef de projet. Elle sait qu'il faut aller chercher l'information, elle sait qu'il faut la faire valider. Voilà, ça c'est ça l'approche, c'est l'idée. Okay, est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est parfait, merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire? Par rapport au cahier des charges, Joy, Oui. Du coup, j'imagine que le contexte qu'on va nous donner pour notre cas pratique sera déjà une forme de cahier des charges, en fait. Je pense, oui. Je pense. On part forcément de quelque chose, donc pour moi, la plus petite des choses sera un cahier des charges. Okay. Un cahier des charges, dans l'idéal avec au moins des compétences, parce que si on parle d'un sujet en particulier, il faut bien pouvoir peut-être identifier le type de personnes qui travaillent avec vous. Ça permettra au moins de répondre aux questions, si c'est ces questions-là qui vont être posées. À qui vous allez vous adresser, pour quel sujet, comment vous allez interagir avec eux. Donc oui, clairement, je pense que ce sera comme ça.
Tu prenais l'exemple tout à l'heure du développement d'un logiciel, par exemple. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas effectivement de compétences ou d'expérience, de connaissances sur le sujet, du coup, est-ce qu'on peut rester très généraliste en disant on se rapproche des personnes du service technique, du service communication et du service je ne sais quoi, plutôt que d'entrer dans le détail? Est-ce que tu penses que ça, c'est suffisant? Pour moi, c'est suffisant. On ne demande pas des experts en chef de Ok. projet informatique, on demande une personne qui a la bonne démarche. Donc c'est également mon cas. Hein. J'ai atterri dans le domaine de la finance alors que je n'y connaissais rien. Avant ça, c'était l'industrie. Personne ne m'a recruté en me disant ben ouais, vous n'êtes pas de la finance, désolé, je veux pas de vous. Ils ont vu des compétences, ils ont vu que j'avais suffisamment l'esprit ouvert. Et l'idée, c'est ce qu'on veut voir aussi. Donc la démarche est bonne. En effet, pour vraiment se positionner, vous rentrez dans une nouvelle entreprise, on vous dit bah, vous êtes en charge du coup du développement logiciel, comme tu disais. Ben oui, en effet, le premier service que je vais voir, c'est le service informatique. Est-ce qu'ils sont pas un développeur qui se connaît dans ce sujet-là? Est-ce qu'il peut pas m'en dire plus? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut? C'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser. Ok, merci. On doit rester dans le principe, pas dans les faits, ni dans les chiffres. Exactement. C'est le raisonnement Oui, qui oui. compte. C'est le raisonnement, la méthode qui compte. Exactement. Tout à fait. On va certainement aussi vous adresser des questions par rapport à comment vous allez vous organiser. Je pense que c'est des choses qui reviennent souvent. Vous partez d'une feuille blanche, on vous donne des personnes, on vous donne un sujet, vous l'avez compris, vous l'avez retransmis, mais comment vous allez vous organiser dans la vie de tous les jours? Vous savez qu'en tant que chef de projet, vous êtes le chef d'orchestre, vous êtes au milieu de tout. Il y a différents types de réunions à organiser, différents niveaux d'informations à partager. On va souvent vous parler de moyens. Quels sont les moyens que vous utilisez pour fédérer, pour faire en sorte à ce que, en fait, vous gérez un projet. L'idée derrière tout ça, c'est que toutes les compétences qui sont avec vous et qui vont travailler avec vous, vous devez établir des règles de communication. Donc déjà, c'est vrai, il y a le copil, le coproche. C'est deux choses différentes. Les principales différences entre le comité projet et le comité de pilotage. Le pilotage, on pilote l'équipe de chef de projet, donc le chef de projet organise les deux, mais le comité de pilotage est plus au niveau de la direction de l'entreprise, veut savoir où ça en est, parce qu'elle a mis des sous sur la table, l'idée de pouvoir leur rendre des comptes. C'est le niveau auquel nous allons parler des décisions, ça veut dire que s'il y a une décision qui impacte le projet, ou vous avez une problématique qui a été remontée par l'équipe projet et qui nécessite d'avoir une décision majeure, elle est aussi remontée à ce niveau-là. Donc ces échanges se font de manière moins fréquente, donc, généralement un mois, mais tout dépend du contexte de l'entreprise et du sujet. A contrario, le comité de projet est avec l'équipe projet, donc l'équipe opérationnelle. On parle plus des activités qui sont essentielles aux réalisations, donc au faire. On va plus être proche des lots de travaux, des incidents, et la fréquence d'occurrence des comités de projet est beaucoup plus courte. Ça veut dire qu'on peut avoir des comités de projet toutes les semaines, ça peut être toutes les 2 semaines. Et en plus de ça, on peut avoir des réunions qui sont spécifiques à différents sujets. Ça veut dire que vous avez votre comité de projet, très bien. Il y a des sujets qui sont spécifiques et qui nécessitent d'avoir un peu plus d'attention, mais qui n'intéressent pas forcément les autres. Vous pouvez aussi avoir des réunions récurrentes. Tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui organisent votre projet. La planification est aussi importante. Ça veut dire que vous êtes aussi en mesure d'exprimer le fait que, oui, vous voulez planifier ces réunions. Comité de pilotage tous les mois, entre guillemets. Ça peut être plus. Comité de projet toutes les semaines. Réunion spécifique par rapport à la mise en place du chantier immobilier. J'en veux un tous les 2 jours parce qu'il faut que j'appelle le chef de chantier tous les 2 jours pour être sûr qu'on avance. Voilà, ou ça peut être journalier. Donc ça, c'est une démarche. C'est une démarche. Le moyen est aussi, comme on l'a vu durant la dernière semaine de formation, il y en a qui vont l'avoir cette semaine du coup, et par rapport aux outils collaboratifs. Vous pouvez aussi dire, ben voilà, moi je propose d'utiliser dans ce projet l'outil collaboratif, je sais pas, Jira, Monday, peu importe. Et l'idée est que chaque technicien puisse dire quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il a terminé sa tâche. Il remonte un incident par ce biais, et durant le comité de projet, on les revoit ensemble et on priorise les incidents. C'est une méthode. Dans tout ce que je viens de dire, il n'y a rien de magique. C'est des choses que vous feriez. Donc
pensez de la manière la plus... alors, les questions, malheureusement, peuvent être très larges quand on vous dit comment vous allez vous organiser dans le projet. C'est vrai que on peut pas avoir plus précis, on pourrait. Mais l'idée est qu'on puisse comprendre que, oui, ok, on veut savoir que vous partez de zéro et que lorsqu'on vous donne les clés, votre méthodologie, votre déroulé est cohérent. Voilà. Question, est-ce qu'il faudra, par exemple, faire un organigramme pour la gouvernance ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses qui sont demandées ou pas du tout? Identifier tous les acteurs? Je pense pas qu'on vous demande de dessiner un organigramme. Le dessin, ça prend du temps. Par contre, de dire, je vais proposer une gouvernance avec à la tête son commanditaire, les personnes qui seront peut-être mentionnées dans le contexte. Et voilà, le fait de dire, je propose une gouvernance qui sera composée de ces personnes-là, ça, on a compris que vous employez la méthode de faire cette gouvernance. Aller jusqu'au dessin, alors c'est bien, mais je pense que ça prend du temps, mais je pense que le résultat, ce sera la même chose. Vous avez fait la gouvernance et vous allez l'établir. Ouais. Donc c'est pour ça ce que je répète, on en revient à la méthode. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Et l'idée est que lorsque vous terminez l'examen, en fait, tout ce que vous avez écrit, il n'y a plus qu'à. Mais au moins, vous avez écrit ce que vous allez faire. Faut être efficace. Exactement. D'autres questions par rapport aux moyens de communication? Ensuite, par rapport aux différentes revues du projet, donc là c'est plus l'aspect final. On pourrait vous demander comment vous allez capitaliser sur les informations, comment vous allez analyser tous les éléments qui ont contribué à ce que vous puissiez réaliser ce projet. Comment vous avez pu obtenir, vous pouvez confirmer que le projet est celui qui était attendu. Là, on parle clairement d'une activité de clôture du projet. Donc, ça veut dire que quand on parle de la clôture, on se dit qu'on va fournir des documents qui sont liés à la clôture. Il y a le retour d'expérience. Comment faire un retour d'expérience? Le retour d'expérience, je parcours un petit peu les différentes informations qui étaient importantes au sein du projet, différents événements, pardon. Je les recense, je les résume et je précise ce qu'ils ont apporté dans mon expérience et ce qu'ils ont impliqué et comment on a pu répondre à cet événement. L'idée est de pouvoir aussi faire un bilan du projet. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? De réaliser aussi des entretiens peut-être avec les personnes dans le projet pour avoir leur retour direct. C'est vrai peut-être que ça je le précise pas dans l'information, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Se dire, on s'assoit autour de la table et se dire, ok, toi t'as pensé quoi du projet? Comment t'aurais pu faire mieux? Est-ce qu'il y a des choses que moi j'aurais pu faire mieux, etc. Et aussi d'identifier la partie qualitative du projet. Est-ce que les livrables ont été livrés du premier coup, il n'y a pas eu de soucis, c'était correct, ou bien il a fallu répondre avec redondance sur les différentes activités qui n'ont pas marché. Donc, mais ça, ce sont que des suppositions. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que ça va être soumis dans l'énoncé en quelque sorte, ou c'est à nous d'interpréter ces suppositions? Si c'est bien passé ou mal passé. Ah oui, non. Par rapport au retour d'expérience, etc., on aurait pu mieux faire, ok, mais... Là, c'est pareil. On est à la limite de l'interprétation. Donc, en effet, sauf si l'énoncé le dit tout s'est bien passé, etc. Oui, en effet, tout ce que vous pouvez répéter, c'est oui, tout s'est bien passé. Mais là encore, je reviens à la méthode. Je fais un retour d'expérience, donc je vais consulter les différentes personnes qui ont travaillé au sein du projet. J'envoie un questionnaire de satisfaction aux utilisateurs. Toutes ces activités-là me permettent de mesurer si oui ou non le projet s'est bien passé, et du coup, l'ensemble constitue un retour d'expérience. Ça, c'est la réponse. Et en fait, cette réponse-là, elle est valable pour n'importe quel projet. Et c'est ce qu'on veut voir. Mais l'idée est donc pas de répondre oui, ça s'est bien passé ou non, ça s'est mal passé. En effet,
personne ne le sait, on n'était pas dans ce projet-là. On nous propose de répondre à cette problématique. C'est par rapport à l'évaluation des risques et des... Ok, pardon. J'ai un peu de mal à faire la différence entre le bilan du projet et le retour d'expérience. Le bilan du projet, c'est Florence qui parlait, oui, c'est ça. Le bilan du projet, c'est, comment dire, on va répondre à, en fait, comme on intervient dans la phase de clôture, on va répondre à est-ce qu'on a bien répondu au cahier des charges, à l'initiation, est-ce que ce qui a été exposé au départ répond bien à la fin. Donc le bilan, c'est le bilan, on va dire un bilan, un contrôle, ok, ou pas ok, mais pourquoi? Donc c'est répondre au cahier des charges, au business case et se dire, ben voilà, on avait prévu tant de budget, tant de personnes et du coup tant de coûts, et on arrive avec ces livrables qui étaient aussi demandés, donc on y est arrivé, ou bien non, on arrive avec ce livrable en plus parce qu'en fait il n'avait pas été vu au départ, et du coup ce livrable permet de bien réaliser la problématique du projet, la problématique qui était exposée. Ça c'est le bilan. Le retour d'expérience, c'est votre expérience, votre ressenti, enfin votre ressenti et celui aussi des équipiers projet par rapport à tout ce qui s'est déroulé dans le projet. Le retour d'expérience, c'est on a dû réaliser 3 sessions de problem solving en impliquant le diagramme d'Ishikawa, puisqu'on avait une activité redondante. J'aurais dû lancer le diagramme d'Ishikawa plus tôt, parce que en fait l'incident s'est répété 20 fois et on l'avait pas bien vu. Si on avait initié cette session au bout de la 5e fois, voilà, par expérience, en effet, j'aurais dû le faire plus tôt. C'est une information. Vous avez, je crois, à la fin de la session rework, je pense que je liste pas mal d'activités qui sont dans le retour d'expérience. Ce serait pas mal de les reprendre si tu veux compléter un petit peu tes connaissances. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions de manière un peu plus large? Je vais peut-être revenir sur le... Alors, tac. Je vais partager mon écran. Attendez. Est-ce que ça marche? Ouais. Ok. Oui, je voulais revenir sur ce tableau. Il y a des choses que j'ai modifiées. Notamment par rapport à la conception, c'était une information qui était souvent reprise. Donc par rapport aux différentes phases du projet, donc, on divise toujours un projet en 3 phases, hein, initiation, exécution, clôture. Il est vrai que la partie conception, qui est une possible sous-phase, enfin une possible activité dans l'initiation, et aussi une possible activité dans la phase d'exécution. En fonction du sujet, on peut avoir cette phase de conception qui intervient dans la phase d'exécution. Cela veut dire que à la fin de la phase d'initiation, lorsqu'on réalise notre budget, la phase de conception n'est pas nécessaire à l'élaboration du budget. Au contraire, ça voudrait dire que on a besoin d'évaluer le temps passé à la conception. Donc c'est une des activités qui peut se retrouver dans les deux phases. Donc par rapport à cet ensemble, vous avez toutes ces activités principales et ces livrables qui sont importants. Donc c'est bien peut-être de l'avoir à côté de vous dans le cas où, ben voilà, on vous parle de la phase d'initiation, on vous parle de la phase de clôture ou de l'exécution, vous sachiez de quoi on parle. Comme ça, vous allez directement à l'essentiel sur, ben, si par exemple on parle de compte rendu, pour moi compte rendu c'est j'organise mon projet, j'ai des réunions, je transmets l'information à mes équipiers projet
au travers d'un compte rendu derrière lequel je responsabilise chacun des acteurs. Donc, responsabiliser chacun des acteurs dans un compte rendu, c'est dire, ben voilà, j'associe une action avec une personne et un délai. Donc, ça fait partie du projet. Et cette activité-là doit être communiquée. Donc ça, c'est un aspect communication aussi. Donc, faut pas l'oublier. Et la partie registre, hein, donc j'ai pas parlé des revues de registre, d'incidents, de risques. L'idée et on parle de maîtrise, on parle de canaliser le projet. Donc c'est aussi l'idée. Est-ce que vous avez tous parcouru ce document? Il vous a paru utile? Je suis désolée, il faut que je vous quitte. J'ai un rendez-vous, un entretien. Pas de Merci problème. pour tout, Joy. Bon courage pour l'entretien. À Yes. bientôt. À bientôt. Merci. Est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises raisons dans le sens où, par exemple, moi, le registre des risques, je pense qu'on peut déjà le faire de limite à l'initiation. Quand on fait une réunion de cadrage, il y a des choses qu'on peut détecter. Donc, si on l'utilise à l'initiation, c'est pas pour autant que c'est mauvais ou c'est vraiment on ne l'utilise qu'à l'exécution et si on justifie, Oui. c'est ça, hein, c'est le but. Hein. Oui, très bien. Alors, c'est vrai que le registre de risque, je l'ai pas indiqué dans la phase d'initiation parce que on l'initie à la phase d'initiation. C'est vrai qu'on en présente un. L'idée est de pouvoir en présenter un avec un minimum de risque, minimum 5. Mais c'est vrai que c'est pas une finalité en soi. Et après, ta réponse n'est pas mauvaise. Je fais moi-même pour les projets sur lesquels je travaille, je crée ce registre de risque à la phase d'initiation. Il n'est pas nécessaire au déroulement de l'initiation, mais en effet, c'est un document de sortie qui est important. En fait, quelque part, hein, tous les registres sont ouverts pour moi à la phase d'initiation. On les présente lorsqu'on présente un business case, on les présente en disant, bah voilà, tout est ouvert, on est prêt, c'est planifié. Les comptes rendus, enfin les comités de pilotage n'ont pas lieu, mais ils sont peut-être déjà programmés. Voilà, c'est bien à l'initiation, hein, et comme son nom le porte, de planifier, de préparer tout ce qui va se dérouler dans le projet. Donc, enfin tout. Si le projet dure 2 ans, en effet, vous n'allez pas mettre déjà votre phase de clôture avec l'événement 2 ans après. Hein, on va attendre un petit peu que ça se fasse. Mais l'idée est de pouvoir planifier au moins l'essentiel qui arrive de manière imminente. Et est-ce qu'il y a cette notion-là de le suivi des budgets par rapport à l'évolution des projets? Est-ce que c'est des choses qui vont arriver, mais comme on n'a pas de chiffres? Non, je ne pense pas. C'est pour ça que ce sont des chiffres. On vous demandera pas. Alors, je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup, mais les chiffres qui sont liés à du budget, à un ROI, à une évolution, un pourcentage, c'est trop spécifique. La démarche, vous devez la comprendre, et c'est pour ça que savoir calculer un ROI, c'est bien. Dire qu'on je propose d'évaluer le business case au travers du calcul du ROI, ça permet de vérifier la rentabilité du projet. Voilà, on a compris que tu as compris que tu sais ce que c'est un ROI. D'accord. Et que tu sais à quel moment l'utiliser. C'est ça qui est le plus important. Ah ouais, il y a un suivi à faire. Et comme je vous l'ai sûrement dit, hein, le calcul du ROI, celui que je propose dans la formation, est un calcul générique. Je n'ai moi-même pas utilisé cette formule-là, puisque chaque entreprise a ses paramètres à prendre en compte dans le calcul de ce retour sur investissement. Donc, cette formule est générique pour comprendre comment ça marche, pour comprendre que si on dépense plus que les bénéfices, le retour sur investissement n'existe pas. Et au contraire, un projet a pour but d'apporter un bénéfice tangible dans la plupart des cas, mais il existe aussi des projets qui sont non tangibles. Pour moi, j'ai une petite difficulté, c'est au sujet des KPI. Oui. De pouvoir les placer, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on mette en avant lors de l'examen ou pas? Oui, bien sûr. Les KPI sont... Donc, ce KPI, ce sont les indicateurs. Les indicateurs vous permettent de piloter le projet. Un indicateur, ça permet, dans n'importe quel cas de figure, de savoir si oui ou non on est sur la bonne voie. Quelque part, cet indicateur est aussi utilisé dans les différentes réunions que vous allez programmer. Donc, ça veut dire que si vous parlez d'un comité de pilotage, d'un comité de projet,
vous parlez d'indicateurs. C'est un moyen de communiquer avec les autres. Comment savoir si l'équipe projet est sur la bonne voie sans indicateur? C'est compliqué. Un indicateur tout simple, vous demandez à une personne de réaliser un lot de travail à une date et de finir à telle date. Si en effet il est toujours au milieu de son travail 3 jours après la date échue, vous avez cet indicateur qui est plus 3 jours par rapport à un lot de travail. Et quelque part, ça c'est déjà un indicateur. Donc c'est bien de préciser si la question se pose, quels moyens vous utilisez pour communiquer, de dire j'ai mes comités de projet dans lesquels on fait la revue des activités, la revue des indicateurs, les indicateurs de performance, de délai, de coût. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez partager et préciser. Moi, j'avais une question sur le découpage de phases et en lot de travaux. J'avoue que c'était une des parties où j'ai le plus de mal, en fait. Parce qu'autant je travaille dans le secteur du bâtiment, donc j'ai compris la logique. Mais c'est vrai qu'en fonction de la thématique, c'est beaucoup plus... Enfin, certaines fois, il y avait certaines subtilités que j'ai eu du mal à comprendre. Est-ce que tu peux juste simplement repréciser sur cet aspect-là, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Donc, les différentes... et tu n'es pas la seule, hein, d'ailleurs, Dylan. Les différentes phases du projet sont importantes alors, déjà, pourquoi on divise un projet en plusieurs phases? L'idée de pouvoir comprendre où on en est. Donc, lorsqu'il y a en effet 3 phases et qu'on s'en résume, on pourrait très bien s'en résumer à une phase initiation, exécution, clôture et ne pas avoir de sous-phase à l'intérieur. Ça veut dire que le projet est suffisamment petit pour qu'en fait, si c'est un projet d'un mois ou 2, ça suffit largement. On a une chose à faire, inutile de subdiviser la petite chose en plus petit. C'est pas nécessaire. Pourquoi diviser ces activités en plusieurs sous-phases? Sous-phases qui représentent aussi des livrables. Un livrable, pour le réaliser, il nécessite plusieurs activités. Dans la formation, je l'appelle lot de travaux. Donc, pour en revenir à la plus petite des choses, et je pense que du plus petit, on va aller au plus grand, et ça sera peut-être plus simple pour y arriver. Les lots de travaux sont les petites activités qui peuvent être réalisées par une ou plusieurs personnes, et ces petites activités constituent un sous-livrable. Donc, ça veut dire que lorsque le lot de travaux, il peut y avoir même plusieurs lots de travaux qui arrivent à une petite chose, cette petite chose on est capable de la mesurer. Ensuite, ces différents lots de travaux, le but est d'obtenir un livrable. Ce que je préconise, c'est d'avoir un livrable par phase. Quelque part, de dire, on a un gros livrable qui est suffisamment gros pour qu'on y associe plusieurs activités. Donc, quelque part, cette sous-phase, ce livrable, se trouve dans la phase d'exécution. Et dans cette phase d'exécution, évidemment, il peut y en avoir plusieurs. Ces plusieurs livrables, l'ensemble constitue, une fois qu'ils sont terminés, constitue le produit du projet. Et donc, du coup, on en revient au départ. La problématique qu'on vous expose, en tout cas que vous exposez au départ du projet, c'est l'entreprise souhaite avoir ça. Ce ça se divise en phase d'exécution en plusieurs choses. D'abord, je le conçois, je le développe. Dans la phase de développement, il peut y avoir plusieurs petits développements. Ensuite, je l'implémente. Dans la partie implémentation, il peut y avoir l'implémentation de ce qu'on a réalisé dans la phase de développement. C'est des choses qui peuvent se regrouper ou pas. Mais l'idée est qu'on puisse, quand je parle de sous-phase, de lot de travaux, etc., l'idée de départ est de pouvoir juste cloisonner, diviser les activités de manière logique pour qu'on puisse le comprendre d'un point de vue extérieur. Il faut par exemple que je puisse dire à ma femme qui est pas du tout dans le sujet par rapport à l'informatique ou quoi que ce soit, mais voilà, en fait, j'ai plusieurs étapes. Ces étapes peuvent parfois peuvent se réaliser de manière simultanée, mais l'idée au bout du projet est d'obtenir les produits du projet, ou le produit du projet, donc ce qu'on a voulu exprimer en problématique. Donc, c'est pour ça, ne vous focalisez pas sur les terminologies, mais revenez à la manière dont vous le comprenez. Si vous n'utilisez pas le terme lot de travaux dans l'examen, c'est pas grave. Je connais beaucoup de chefs de projet qui connaissent pas du tout ce terme. C'est pas important. Parler un livrable, c'est quelque chose qu'on livre. Donc c'est aussi simple que ça. Si je parle de livrable, mais que j'ai besoin de plusieurs petits livrables, je vais dire sous-livrable. Allez, pour essayer de comprendre. Mais l'idée est pas vous bloquer par rapport à ça. Et en tout cas,
On va pas vous demander la hiérarchie des activités dans le projet ou comment, qu'est-ce qui vient derrière un lot de travaux. Si on fait plusieurs lots de travaux, on arrive à quoi? Non, la question ne sera pas aussi spécifique. Le but est que vous puissiez cloisonner les différentes activités en plusieurs phases. Donc une phase peut en contenir plusieurs, et l'idée d'obtenir plusieurs livrables qui en constituent un seul. Est-ce que j'ai été clair? Je sais que cette question est beaucoup revenue durant la formation. Non, c'est très clair. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une dernière. C'était sur la matrice des incidents. Oui. Parce que du coup, en fait, j'ai compris le principe. Mais en fait, pour moi, c'est comme si c'est le même principe que, par exemple, un document unique ou un AMDEC pour la partie qualité. Et je voudrais juste savoir si c'est vraiment le même principe, ce principe-là est transposable ou pas du tout. Alors, quand tu parles de matrice des incidents, tu parles du registre des incidents? En fait, il y avait... oui, c'était le registre des incidents. Et après, à un moment donné, il fallait créer une matrice avec des couleurs. Enfin, c'était sur... Ah oui, alors c'était plutôt les risques. Les risques, pardon, oui. Non, pas de souci. Donc déjà, bien faire la différence entre un risque et un incident. Le risque est quelque chose qui, en effet, peut survenir et peut avoir un effet négatif sur le projet. Il peut y avoir des risques positifs, mais généralement, on se focalise sur le négatif. Le risque est enregistré de manière à ce qu'on puisse éviter que le risque arrive. Si un risque arrive, c'est plus un risque, c'est un incident. Donc, c'est deux tableaux différents. Et c'est pour ça que c'est bien de le diviser en deux tableaux différents, puisqu'il y a la partie où on essaye d'être proactif et la partie où on est plus à réaction. Donc, pour la partie incident. Comment ça fonctionne, la matrice des risques? Donc, la matrice des risques, et je pense que je l'ai aussi sur ce document. Ouais, voilà. Donc, l'idée est que sur les risques, on essaye de les mesurer avec une différente probabilité et un impact. Je ne pense pas, on va vous demander d'évaluer un risque. Je réponds pour répondre à la question, mais pour moi, c'est pas le genre de question qui tomberait à l'examen. Après, sait-on jamais. Donc, pour un risque donné, le risque qu'il pleuve le 8 mai pour la fête d'anniversaire que j'ai prévue, le risque est de la probabilité que ça arrive. Comme en ce moment il fait pas très beau, en tout cas à Lyon, je mettrais 3. Et l'impact, s'il pleut, en effet, je vais arriver dans la partie rouge. Parce que du coup, j'ai prévu des choses dehors et c'est problématique. Donc, on navigue sur cette matrice de cette manière-là, si vous voyez ma souris, et pour arriver à ce que j'ai noté ici en R2. Donc, c'est ce résultat, donc rouge pour un risque fort, jaune pour un risque modéré et vert pour un risque faible, permet de catégoriser le risque. Et indépendamment que vous preniez 3, 4 niveaux, 5 niveaux, les résultats sont les mêmes, hein, il n'y en a que 3. Donc, faible, modéré et fort. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tu as répondu. Après, voilà, c'est parce que il y a un format particulier par rapport à ta présentation. Mais en fait, moi, j'avais simplement l'habitude de le faire, mais sous un format par rapport à un document unique où là, on évalue les risques. Et du coup, en fait, on a effectivement une gradation, mais en fait, en fonction de la fréquence, de la gravité et des mesures de prévention, voilà, c'est tout simplement. Et on obtient un risque, en fait, à la fin, un code risque à la fin. Voilà. En effet, il y a des cas particuliers. Alors, déjà, ici, c'est un résultat, hein, mais en effet, avant ça, et en fonction des projets qui sont bien plus pointus et qui nécessitent de faire des études avant d'en arriver à ce tableau, l'idée de pouvoir faire une analyse de fond sur comment ce risque-là pourrait arriver. Donc, avec des calculs, avec un certain nombre de choses et des paramètres qui sont pris en compte. En effet, moi, j'expose la fin qui est valable pour la majeure partie des projets. On parle d'un impact, et c'est un impact, ça peut être au doigt mouillé, hein, le risque que ça arrive, qu'il pleuve. Je suis pas météorologue, je suis pas allé vérifier tout ça, mais en effet, par rapport à la période, etc., c'est comme ça qu'on évalue ce risque. Et le principal par rapport au risque, c'est de pouvoir les évaluer de manière collégiale. Donc ça veut dire que d'inviter des personnes qui ont des connaissances pour pouvoir mieux les évaluer. Excusez-moi, moi je vais devoir vous laisser aussi. Je vous dis à très vite. Merci. À bientôt, Jérôme. Au revoir.
J'ai peut-être juste une question par rapport à la gouvernance. Oui. Si on demande de préciser la gouvernance d'un projet, donc on va expliquer qui est le commanditaire, qui sont les principaux acteurs. Et est-ce qu'on va jusqu'à, par exemple, parler de l'escalade en cas de problème et qui on contacte en cas Bien sûr, bien sûr. C'est clair. La gouvernance, ça implique de préciser ces deux aspects. Oui, c'est tout à fait possible. Bien sûr. Alors c'est pas exigé, mais on aura compris si tu précises. J'établis une gouvernance avec la tête le commanditaire parce que c'est lui qui fait ça. Ce responsable parce il réalise ses activités. En plus, je réalise un processus d'escalade pour avoir la maîtrise, sans forcément le dessiner, sans dire qui fait quoi. On a compris, si tu parles de processus d'escalade et que tu dis à quoi il sert, et que ça nécessite d'avoir une intervention toutes les 20 minutes, sans même savoir qui est à l'intérieur, on aura compris que c'est une activité qui va te permettre de mieux maîtriser le projet. Ça peut aussi être, et je n'en suis pas revenu, j'en ai pas parlé pour la partie qualité, mais de former, avant même que le projet démarre, et ça peut être intéressant, de former toutes les équipes à comment fonctionne, par exemple, le diagramme d'Ishikawa. Parce que le jour où ça va arriver, ça va être dur de former tout le monde à savoir comment il fonctionne. On peut très bien dire, avant que la phase d'exécution démarre, on s'assoit avec toutes les personnes du projet, et voilà, je vous expose si on doit gérer un problème un jour dans le projet, si c'est un gros problème, je vous souhaite d'utiliser des diagrammes d'Ishikawa. Et il fonctionne de cette manière-là, avec les arêtes de poisson, avec les réponses au bout, et par ce moyen-là, on est capable de répondre à un problème. Si c'est un problème plus petit, qui doit être traité de manière rapide et qui n'a pas forcément un impact majeur, on utilise la méthode des 5 pourquoi. C'est une méthode qui existe, voilà comment elle fonctionne. Et en fait, ça c'est de la transmission d'informations. Et on aura compris sans même qu'on dessine le diagramme, sans même que tu dessines une gouvernance, sans même que tu dessines aussi le processus d'escalade, que tu connais, tu as les méthodes, tu as les outils pour maîtriser un projet. Ça, c'est ce qu'on veut comprendre. Et en effet, c'est une bonne question. Merci. Il y a aussi une chose dont j'ai pas parlé, j'aurais dû en parler peut-être un peu plus tôt, c'est la partie qualité. On peut aussi vous attendre sur la qualité. Comment vous pouvez maîtriser que les produits du projet que vous fournissez sont qualitatifs. La qualité, elle passe à travers les critères qui sont mis en place. Donc, ces critères d'acceptation font partie des éléments, des caractéristiques pour faire un livrable. Il y a la partie aussi utilisateur, où l'utilisateur va vérifier que les produits sont conformes. Enfin voilà, la partie qualité peut être aussi interrogée sur quels éléments ou qui vous allez solliciter pour vous assurer que la qualité des produits est conforme. C'est juste pour rebondir. Merci. C'est plutôt dans la phase de test utilisateur, c'est ça? Oui, c'est dans la partie test utilisateur, mais après ça peut faire partie d'une phase spécifique en fonction du projet, comment il est construit, de la manière dont il est construit, pardon. L'idée va être de s'assurer que ça existe quelque part. En effet, dans l'informatique, on a ces tests utilisateurs par activité. On produit quelque chose et au bout, on a le test utilisateur. Derrière, en effet, on peut avoir une phase qui est dédiée au test, par exemple, parce qu'il y a plusieurs livrables qui s'emboîtent et on veut tester l'ensemble. Donc voilà. Oui, Philippe. Oui. Est-ce que dans ce cadre-là, la surveillance de la qualité, j'appelle ça surveillance, moi, dans le cadre de la surveillance de la qualité, il y a des plans de surveillance qui peuvent être mis en place, à savoir que pendant la phase de conception ou pendant la phase de production, série même, on met en place un plan de surveillance qui permet justement de vérifier qu'on reste dans les critères qui ont été émis, par le commanditaire et que l'on a retranscrit par des choses obligatoires et que l'on doit surveiller impérativement. C'est un plan de surveillance peut être imaginé dans ce cas-là. Oui, le plan de surveillance peut exister, c'est vrai, et peut être intéressant de mettre en place. Après, c'est bien si, en effet, on peut le détailler en disant, on a ce plan de surveillance, ça veut dire que dès qu'un produit du projet arrive, hop, on s'assure que ça rentre dans un fonctionnement pour vérifier. Avec, ça peut être un testeur, il y a une équipe de testeurs en fonction du sujet,
Il y a une équipe de testeurs qui est là pour, dès qu'un produit du projet est livré, hop, on leur passe le bébé, eux ils testent, ils s'assurent, ils suivent de manière, avec un œil extérieur les tests qui sont réalisés. Ça, c'est très bien pour la qualité. Je prends un exemple, c'est que si on a des produits, par exemple, qui doivent être testés unitairement, pour des applications type ferroviaire, par exemple, ou aéronautique, où là, tous les produits, un par un, doivent être testés. Donc, il y a forcément un plan de surveillance obligatoire qu'il faut mettre en place, qui va être ensuite une traçabilité pour le produit après. Mais pendant la phase, y compris de conception, on doit mettre en place un plan de surveillance qui permet de vérifier que ce qui est dans le cahier des charges envoyé par le commanditaire ou là, le client puisse être vérifié et qu'on puisse lui apporter la preuve qu'en fait, ça a été vérifié. Okay. Cet aspect preuve est important. C'est un œil externe, ça vous permet d'être impartial et du coup de ne pas être la personne qui jugeait la qualité, en effet de faire intervenir d'autres. C'est pour ça que ce plan de surveillance, c'est quelque chose que j'ai côtoyé, donc c'est juste savoir si ça peut être à un moment donné mis en place dans n'importe l'activité et que ça peut répondre aux critères qualité. Oui, ça répond aux critères qualité. Pour moi, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu peut-être dire aussi? Juste une petite question. Je pense qu'il faut qu'on se mette dans un contexte où on travaille avec une grosse entreprise, où il y a une hiérarchie, il y a plusieurs services, etc. C'est pas une petite structure. Je pense que généralement, c'est par rapport à une grosse structure, puisque plus on a une grande structure, plus on va responsabiliser plusieurs personnes. Plus la structure est petite, plus les activités vont se renfermer sur les mêmes personnes. Donc, je pense que l'idée de pouvoir associer une activité à une personne, donc je pense que le contexte d'une grande entreprise, après on ne parle pas d'une multinationale, je pense pas, mais c'est juste pour comprendre que il y a un rôle par personne pour être dans la situation la plus idéale possible, dans le sens où le chef de projet ne supporte que sa fonction et les autres aussi, que leur fonction. D'accord. Très bien. Pas d'autres questions? J'ai juste une question d'organisation. Il y a une classe virtuelle vendredi qui est maintenue? Oui, on a une classe virtuelle vendredi pour ceux qui passent leur dernière semaine, en effet, de formation. Donc oui, elle a bien lieu. Et s'il y a des questions par rapport à l'examen, on pourra aussi les aborder. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, tout ce que je souhaite, c'est que vous ayez tout cet examen. Pour moi, c'est aussi un juge de paix. J'espère surtout que cette formation vous a apporté des éléments que vous pouvez mettre en application de manière concrète. Quoi qu'il arrive, je reste disponible si vous avez des interrogations, si vous avez des questions, et même au-delà de l'examen, en espérant que vous l'ayez bien sûr. Je reste disponible s'il y a des choses que vous souhaitez mettre en application et que vous avez juste besoin d'un conseil pour le faire. Il n'y a pas de problème, je reste disponible. Dernière question, les résultats d'examen, on les sait combien de temps après? Un mois, c'est ça? Il me semble que c'est 3 mois. 3 mois. Ah, 3 mois, d'accord. Il me semblait que c'était plus court, mais... Ouais, c'est annoncé dans le mail sous un délai de 3 mois. Ok, oui, je sais marqué dans le mail, bien vu. Oh, pardon. Pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est de clore. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session et à la formation en tant que telle. Bon courage pour les révisions. À vendredi pour ceux que je vois vendredi. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.